Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Comme presque dans tous les secteurs économiques et financiers du monde, la pandémie de Covid a aussi laissé des traces dans celui des assurances et réassurances chez nous. Celui-ci se remet peu à peu de ses effets néfastes avec une reprise timide mais soutenue de la croissance dans l'ensemble de ses branches. Les compagnies publiques dominent toujours le marché national et l'assurance automobile rafle l'essentiel des parts de l'activité des assurances en Algérie, plus de 50% actuellement. Pour autant, les défis des assureurs restent sensiblement les mêmes. Faire adhérer plus de souscripteurs et ancrer davantage la culture de l'assurance chez nous, notamment dans la branche de l'assurance de personnes, des incendies, des biens et autres. Nous recevons ce soir M. Youssef Ben Missia, PDG de la SAA, la compagnie d'assurance. Vous êtes également président de l'Union algérienne des assurances et président du GAIF, General Arab Insurance Federation. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonjour à vous et à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, l'année 2022 a confirmé, comme je le disais, la reprise de la croissance du secteur, mais le marché de l'assurance semble, pour l'heure en tout cas, avoir rompu avec la croissance à 2 chiffres. Pourquoi, selon vous ? Oui, c'est une excellente question. Ça va nous ramener un peu légèrement en arrière où l'activité d'assurance effectivement évoluait à 2 chiffres. Dans les années 2000 jusqu'en 2014, en fait, la date. Donc, avec l'évolution de l'économie nationale, donc l'assurance était accompagnée cette évolution et bien entendu elle évoluait avec des ratios et des taux qu'on ne trouvait pas dans d'autres marchés à 2 chiffres depuis 2014. Avec la baisse des prix des hydrocarbures, l'assurance a continué à évoluer, mais d'une façon beaucoup plus modeste avec des niveaux de croissance, disons, de l'ordre de 3, 4, parfois 5%. Donc elle est totalement tributaire des performances ou contre-performances économiques nationales. Alors, l'activité d'assurance est en fait intimement liée. Donc, disons, à l'économie, à l'évolution économique. Donc, il y a un lien direct s'il y a des projets, s'il y a un développement économique, donc s'il y a une relance économique. Donc, il y a toujours derrière l'assurance. Donc, elle est intimement liée au développement économique, ce qui explique que quand il y a un rebond de l'économie, vous allez trouver, ça va se refléter également au niveau du secteur des assurances, et c'est valable pour n'importe quel marché des assurances. Ce n'est pas propre à notre marché. Mais effectivement, 2022, on va être avec une évolution presque similaire à celle de 2021, c'est-à-dire aux alentours de 4. Presque 5%. Presque 5%. Donc, alors que vous avez parlé de la pandémie de Covid 2019 ou en 2020, donc c'était l'inverse. Donc, on avait enregistré un repli de la croissance, donc on les assure de l'ordre de 5%. Voilà. Oui, c'est énorme. Alors, les acteurs d'assurance présentent depuis quelques années des offres diversifiées, mais le chiffre d'affaires du secteur reste essentiellement tiré par la branche automobile, plus de 50%. Pourquoi les autres branches ne décollent toujours pas ? Oui, ça c'est aussi, une question récurrente, évidemment. Effectivement, c'est une question qui revient à chaque fois. C'est une des particularités de notre secteur des assurances. C'est une des particularités. La première, c'est que notre secteur des assurances reste dominé par les assurances dommages. D'accord ? Les assurances dommages. Alors, dans les assurances, il y a les assurances dommages et il y a les assurances de personnes. Pour vous donner une moyenne mondiale, c'est presque moitié-moitié. C'est-à-dire que les assurances de personnes représentent presque autant que les assurances dommages. Dans les pays arabes, par exemple, si on vous compare, donc les assurances de personnes représentent entre 20-25%, parfois jusqu'à 30%. Chez nous, on est aux alentours de 10, 11, 12%. Donc c'est une première particularité. Donc c'est les assurances dommages qui sont prépondérantes. Qui dominent. Et dans les assurances dommages, il y a l'assurance automobile. L'assurance automobile qui représente, comme vous le dites, presque
presque 50%. Là aussi, il y a des explications. D'abord, il y a un parc automobile qui est important. Donc, c'est un moyen qui est utilisé par toutes les familles algériennes, le transport, etc., qui est, disons, consacré beaucoup plus par le transport routier, etc. Ça explique, donc il y a un parc automobile important, ça explique d'une part pourquoi, disons, l'assurance automobile se taille, disons, la part du lion. Mais est-ce que finalement on n'a pas su attirer plus d'adhérents aux autres branches? Oui, non, mais c'est le sujet en fait, c'est le sujet, c'est vrai. Il y a les autres assurances, donc l'autre moitié. Donc presque 50% qui concerne l'assurance des entreprises, l'assurance des patrimoines des entreprises, des crédits, le transport, les projets, les assurances aussi des habitations, des commerçants. Mais le fait que l'assurance automobile c'est disons un bien que comme pour disons l'outil de travail aussi, ça peut être un outil de travail ou un bien donc auquel. Mais elle est obligatoire, c'est aussi cet aspect-là de la chose qui la rend dominante. Cette obligation d'assurance, on la retrouve un peu partout. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est obligatoire pour protéger les autres. C'est pas pour protéger le véhicule en lui-même. Oui. C'est pour protéger les autres par le biais de l'assurance, ce qu'on appelle la garantie responsabilité civile. C'est la garantie responsabilité civile qui est obligatoire. Mais on ne peut pas circuler avec une voiture sans qu'il y ait... Il y a plus de contrôle, évidemment, lorsqu'il s'agit tout à fait normal. de la circulation. C'est tout à fait normal. Ça explique effectivement cette prépondérance. Mais il y a, à côté de cela, d'autres assurances qui sont tout aussi importantes et tout aussi intéressantes pour les ménages, pour les citoyens. Je parlais des assurances de personnes, la protection des personnes, mais également la protection de notre propre patrimoine, de nos maisons, de nos commerces. Alors justement, vous allez me dire si ce chiffre est correct. On sait que c'est près de 90%. Est-ce que ce n'est pas déjà énorme du parc immobilier qui n'est pas assuré contre les catastrophes? L'État est à chaque fois appelé à prendre en charge les dommages post-catastrophe, comme les dégâts causés récemment, à l'époque, par les séismes ou les intempéries. Et ça coûte évidemment beaucoup plus cher d'intervenir en aval. Le dispositif légal a pourtant été pensé pour faire que le prix soit accessible à tous. Pourquoi ça n'est pas le cas? C'est vrai. Ça aussi, c'est un sujet qui est d'actualité, y compris au sein du secteur des assurances. Assurance des catastrophes naturelles qui est obligatoire. À l'heure actuelle, on parle de 9 à 10 millions de parcs de logements. Il y a un peu plus de 1 million qui sont assurés. Donc voilà, donc il reste, disons, pratiquement, on parle de 12%, 90% qui ne sont pas assurés. Dans d'autres marchés, c'est l'inverse. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a 90% des habitations qui sont assurées et 10% qui ne le sont pas, ou peut-être même moins. Alors qu'il n'y a pas d'obligation d'assurance. Alors, c'est quoi la différence? Et là, on revient un peu, en fait, au problème de sensibilisation, de communication, d'explication, donc Mais ça a été fait, ça, M. Bennessia. Durant des années. On ne le fait pas suffisamment. On le fait. C'est vrai. Il y a de la communication, mais c'est pas suffisant pour faire adhérer, disons, les citoyens, les particuliers, les ménages, donc, disons, à l'acte d'assurance, à l'importance et aussi au bienfait donc de l'assurance. Quand on entend des événements qui surviennent, des explosions au sein des maisons, des incendies au sein des maisons, des accidents électriques, d'inondations au sein des... Je prends l'exemple des ménages. Donc, et que derrière, donc il n'y a pas de couverture d'assurance. Alors que le produit existe, l'assurance elle est là, et elle est en plus à la portée
des ménages. Ce n'est pas quelque chose qui, disons, dont le coût est très important. Alors, il faudrait donner le montant à peu près annuellement, oui, jusqu'à 3 000 dinars, oui, ça pour un appartement. Entre 2 000 et 3 000 la dinars. moyenne, c'est 3 000 dinars. Donc, oui. vous voyez, ce n'est pas tellement important pour un coût annuel, mais le bénéfice et, disons, et les bienfaits de l'assurance, on les retrouve. Donc, quand on a vraiment besoin, quand il y a donc un accident de la vie, comme on dit, un accident malheureux qui parfois détruit un patrimoine, sinon des vies entières. Voilà, ça, c'est pour ça que je dis on fait de la communication, il faut continuer à en faire, il faut en faire plus, il faut utiliser plus de contrôle aussi, différents supports. Oui. Un peu plus de contrôle, comme à l'image de ce qui se fait sur l'assurance automobile. On pourrait l'appliquer, la dupliquer sur l'assurance habitat, par exemple. L'assurance des catastrophes naturelles, elle est rendue obligatoire. Disons, la loi a prévu effectivement que, disons, en cas de quelqu'un qui n'a pas souscrit, donc d'assurance, il y a des pénalités, etc. Mais à côté de cela, il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation. D'adhésion, comment faire adhérer, disons, le citoyen, le particulier, disons, à l'intérêt et à bénéficier un peu. Donc, est-ce que vous allez travailler sur ça? Est-ce que vous allez initier des campagnes comme ça de sensibilisation plus offensives, plus percutantes? Alors, il y a de travail de communication qui se fait par chaque société à titre individuel. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Oui. C'est un travail en commun qui doit se faire, et il y a justement une campagne médiatique de sensibilisation qui est en cours de préparation, qui a été préparée. Donc, au niveau du secteur des assurances, donc conjointement avec l'Union des assurances, l'Union algérienne, avec le Conseil national des assurances et aussi le ministère des Finances. Très bien. Donc, il y a un travail qui a été réalisé, très important. Donc, ça va concerner surtout les assurances qui touchent les particuliers, les citoyens, les ménages. Alors, il y a la branche agricole aussi qui a stagné en termes de croissance et dont le taux n'a pas été précisé dans le bilan du Conseil national des assurances, mais elle est en tout cas inférieure à 3%, c'est ce qu'on comprend. Là encore, vous ne pouvez pas dire que de larges campagnes de sensibilisation, de pédagogie en direction des agriculteurs n'ont pas été faites. Mais ça n'a pas fonctionné. Il y a du travail de communication qui se fait par les sociétés d'assurance qui sont spécialisées, qui sont concernées par ces risques. Ça représente actuellement 2%. Vous avez 2% du chiffre d'affaires global donc de l'assurance. Pour un pays qui mise beaucoup sur l'agriculture pour le développement économique du pays. Avec les changements climatiques aussi, les caprices. Pour l'indépendance, disons, sur le plan alimentaire. Donc, il y a effectivement là aussi énormément de choses à faire pour faire adhérer les agriculteurs. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Lesquelles, vous avez parlé justement, voilà, une des solutions en fait qui consiste à subventionner. Je n'aime pas beaucoup le terme subvention. On l'aime pas beaucoup. C'est une sorte de mutuelle. Mais c'est une pratique qui se fait, qui se fait dans la plupart des pays, y compris les pays les plus développés, qui financent eux-mêmes le coût de l'assurance de leurs agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils subventionnent le coût de l'assurance parfois à hauteur de 80%. Oui. Ça, dans les pays comme aux les plus États-Unis, développés. par exemple. Exactement. Voilà, vous avez cité. Donc ça existe. C'est une des propositions qui a été formulée. Au lieu d'attendre à ce que la catastrophe arrive, ensuite l'État va intervenir pour indemniser donc les dommages et les victimes, etc. L'assurance, c'est son métier. De prévoir. Le métier de l'assurance, c'est de calculer le coût du risque et d'indemniser. Donc c'est ça. Donc c'est des organismes, des institutions qui sont spécialisés dans l'indemnisation. C'est leur métier. Donc c'est de cette façon-là
que l'agriculture est subventionnée, y compris dans les pays les plus développés. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans les futurs textes de la loi sur l'assurance. C'est des propositions qui ont été formulées. Oui, justement. C'est une piste sérieuse, en tout cas, de réflexion. C'est une piste sérieuse pour pouvoir, disons, alléger la charge aussi du Trésor, donc en matière d'indemnisation, donc quand il y a des catastrophes. Oui. Donc aussi bien pour les catastrophes, tout ce qui est calamité agricole, que pour les catastrophes naturelles. Là aussi, c'est la même chose. Même pour les catastrophes naturelles, donc l'assurance, elle est là pour indemniser. Mais est-ce que vous comprenez cette réticence vis-à-vis, lorsque des souscripteurs vous disent qu'ils ont des réticences vis-à-vis des montants, des indemnisations, dans presque l'ensemble des branches d'assurance, y compris l'assurance, la police d'assurance automobile, ce sentiment des assurés de ne pas être suffisamment remboursés à la hauteur des dépenses occasionnées ou carrément floués? Est-ce que vous le comprenez, ce sentiment? Mais bien entendu, pourquoi, d'où il vient? Bien entendu, c'est ce que justement nous gérons et nous accordons toute l'importance à ce volet-là. Je vais vous donner quelques exemples pour expliquer. En fait, vous avez parlé de l'assurance automobile. Si on souscrit, et c'est ça la communication, on explique que pour, par exemple, assurer sa voiture ou sa maison dans les meilleures conditions, il y a des produits d'assurance. Donc, pour ça, mais il y a aussi des produits d'assurance qui ne couvrent que, disons, la partie vraiment obligatoire. La partie obligatoire, elle ne couvre pas le véhicule. Donc, par contre, quand il y a des recours avec une autre compagnie d'assurance, ce qui est récupéré est reversé donc à l'assuré. Tout ça, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer, mais c'est un produit d'assurance. C'est un produit, comme tous les autres produits, c'est un service assurantiel, donc qui a, disons, qui peut être étendu, large, ou qui peut être un simple produit. Donc c'est ça, en fonction des produits donc, qui sont souscrits. Donc on a l'impression, je suis entièrement d'accord avec vous, quelqu'un qui a l'impression d'être assuré, mais quand il y a donc, un événement, c'est là où l'assureur va lui dire, mais oui, vous avez souscrit uniquement pour telle garantie, et non pas pour... Il y a un travail de communication qui doit se faire. Non, mais il y a aussi un calcul avec l'expert lorsqu'on parle, par exemple, des dommages causés sur... Alors ça, c'est le deuxième point. Oui. Le deuxième point... Vous mettez un peu la balle dans le camp de l'expert. Les sociétés d'assurance, effectivement, recourent donc à des experts indépendants donc pour évaluer les dommages. Est-ce que c'est pas une façon de se détacher de ce problème? Alors ça, c'est, disons, même la réglementation encadre aussi cette activité-là. Donc les experts d'assurance sont agréés par la corporation de l'assurance, par l'Union algérienne des sociétés d'assurance, qui donne des agréments donc, à des experts que les sociétés d'assurance dépêchent lorsqu'il y a. Donc, disons, ils sont habilités par la loi donc, à évaluer les dommages donc, et les assureurs se basent sur le rapport effectivement pour indemniser. Très bien. Voilà. Les délais de traitement des dossiers, c'est un autre angle des problèmes que peuvent rencontrer les assurés dans les compagnies d'assurance. Donc les délais de traitement des dossiers, l'indemnisation. La SAA, comme la majorité ou peut-être l'ensemble des compagnies d'assurance a introduit une plateforme donc numérique pour y remédier. D'abord à quand sa généralisation, mais réelle, concrète, à travers tout le territoire national. Et puis à combien on a estimé la réduction du temps du traitement des dossiers? Très bien, ça c'est parmi les solutions que nous sommes en train de trouver pour pouvoir remédier aux difficultés rencontrées par les assurés. En termes de délai de traitement des dossiers, c'est très important. Donc la numérisation a permis aux sociétés d'assurance de faire un bond en avant, un bond important. Presque toutes les sociétés d'assurance, y compris donc la SA. On a introduit donc cette numérisation dans un premier temps, en interne, au niveau de la société, pour gérer les dossiers sinistres automobiles, donc de toutes les agences en interne. Et cette plateforme donc, a permis à ce qu'elle soit mise à disposition au niveau de l'ensemble du secteur.
donc des assurances. Donc actuellement, au niveau donc de l'ensemble du marché, donc cette plateforme de gestion des dossiers sinistres intercompagnie, donc elle est opérationnelle depuis le 1er octobre 2022. C'est très récent. C'est très récent et elle a permis de traiter, je pense qu'on doit être aux environs de 100 000 dossiers. Donc de dossiers sinistres, donc des accidents de la circulation qui ont été traités. Toutes les sociétés d'assurance qui exercent la branche automobile donc utilisent donc cette plateforme. Elle a permis d'abord, nous n'utilisons plus le papier. Ça, c'est très important. Oui. Les dossiers sont échangés à travers la plateforme numérique. C'est-à-dire, on n'utilise plus le papier. Même le règlement des dossiers sinistres se fait à travers cette plateforme. Donc, c'est une avancée. Est-ce que vous avez estimé le temps qui a été gagné sur le traitement des dossiers ? Je vais vous dire le délai qui diffère d'une société à une autre, mais par exemple, vous pouvez avoir un délai pour traiter un dossier d'assurance automobile de 30 jours. Parfois moins, parfois peut-être un peu plus. Mais cette plateforme, l'objectif que nous avons donné à cette plateforme, c'est de réduire le délai de traitement à quelques jours. C'est-à-dire ? À quelques jours, moins d'une semaine déjà. Parce que il faut, je vais expliquer, c'est très simple. Donc, il faut scanner les dossiers, il faut que les dossiers soient numérisés et introduits dans cette plateforme, par exemple. Donc, nous sommes maintenant, nous avons traité le dossier récent et nous sommes revenus au dossier de 2020. Et à chaque fois que nous avançons, nous allons ensuite traiter les dossiers antérieurs, etc., dont le nombre n'est pas aussi important. D'accord ? Donc, quand vous dites antérieurs, ce sont des dossiers qui n'ont pas été réglés jusqu'à l'heure ? C'est des dossiers en intercompagnie. D'accord ? Ce n'est pas les dossiers propres à chacune des compagnies. Non, c'est des dossiers recours donc, entre les compagnies quand il y a un accident, donc entre deux adversaires, chacun assuré chez une autre société. Oui. Donc en fait, et pourquoi nous avons traité en premier ça ? Parce que c'est ça la lenteur. La lenteur qu'on nous reproche souvent, donc c'est surtout quand il y a des accidents donc, entre deux compagnies d'assurance différentes. Voilà. Oui. Alors, la nouvelle loi justement sur les assurances en cours d'élaboration va justement introduire cette notion de digitalisation, dont le paiement des contrats d'assurance, la signature numérique, la souscription des contrats d'assurance en ligne. Cela devrait révolutionner carrément le secteur des assurances. Est-ce qu'il y a des prévisions, ne serait-ce qu'à court ou moyen terme, sur ce que peuvent nous apporter toutes ces innovations technologiques ? J'apporterai une précision en disant que actuellement, depuis maintenant quelques temps, la souscription des assurances en ligne se fait elle est déjà... pour certains produits. Oui. Par exemple, l'assurance voyage, l'assurance santé, l'assurance habitation. Dans toutes les compagnies d'assurance ? Dans toutes les compagnies d'assurance qui ont mis en place, disons, des plateformes, etc. Mais ces produits-là, donc, on peut les souscrire à travers un smartphone. D'accord ? Donc, nous ambitionnons d'aller vers d'autres produits. Lesquels ? Y compris l'assurance automobile. Pourquoi pas ? Donc, y compris l'assurance automobile, donc qui pourra être. D'ailleurs, il y a des sociétés qui ont déjà commencé, donc souscrites, donc en ligne. Donc, ça existe. Le paiement aussi se fait en ligne. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire. Alors voilà. Donc, la loi doit être actualisée, doit être revue justement pour prévoir tout cela. Donc la signature électronique, la souscription en ligne, l'attestation d'assurance aussi, donc pour qu'elle puisse être adaptée, surtout l'attestation d'assurance automobile, pour qu'elle soit, adaptée donc à cette ère donc, de digitalisation. Est-ce qu'il y a un travail de prospective, c'est bien cela, pour savoir qu'est-ce que tout cela va nous amener comme peut-être comme résultat, voilà. De meilleurs résultats pour l'assurance. En fait, ce qui est attendu, c'est cette diffusion de l'assurance grâce donc, à la digitalisation. Oui. Ça va être un levier, c'est un levier formidable. Ça va être un levier donc, pour pouvoir démocratiser en fait. Diffuser l'assurance partout. Donc, et c'est ça qui intéresse toute économie, tout secteur des assurances, c'est pour que l'assurance pénètre
donc, et puisse bénéficier donc, à tous les citoyens, à tous les ménages. Voilà. Vous dites justement que cette loi devrait introduire une réforme qui permette à l'activité d'assurance de se développer et de jouer son véritable rôle socio-économique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Oui. Alors, j'ai parlé, je dis, bon, c'est un levier, c'est un des moteurs de l'économie, l'assurance, disons. Alors, le rôle social de l'assurance, c'est quand elle protège les particuliers, les patrimoines, les activités, d'accord, par le biais de l'indemnisation. Quand je dis le rôle social et économique de l'assurance, donc la protection, donc des patrimoines et des personnes par le biais, donc, disons, de l'indemnisation quand il y a des événements. Mais c'est aussi une sécurité également pour les investisseurs, pour les entreprises. C'est aussi une sécurité donc, pour pouvoir, disons, investir en toute sécurité, sachant qu'il y a donc, disons, une couverture d'assurance derrière. Mais c'est surtout l'épargne qui est dégagée par l'activité d'assurance. Donc, par la spécificité de l'activité d'assurance, du fait que, disons, les sinistres ne sont payés que beaucoup plus tard que les primes donc, ne sont payées. Oui. Donc, cette épargne-là, elle est injectée donc, au niveau du circuit économique. Alors, sous forme de placements financiers qu'effectuent les sociétés d'assurance. Et ces placements financiers sont très réglementés. Une bonne partie, 50% des réserves des sociétés d'assurance donc, doivent être placées en valeur d'État. Donc, c'est des sommes très importantes qui sont injectées directement, donc, disons, et qui contribuent. Et c'est en cela que l'assurance contribue au PIB. Pour vous donner un chiffre, 2021, le montant des placements des sociétés d'assurance, c'est 360 milliards de dinars. La moitié, c'est-à-dire plus de 190 milliards de dinars donc, ont été donc, placés sous forme de valeur d'État. Pour vous donner donc, des chiffres récents. Voilà. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Je vous poserai 2 questions pour terminer. Elles sont très profondes, mais j'espère que vous aurez le temps de nous donner une idée précise sur justement la présence des sociétés à capitaux privés qui raflent moins de 22%, un peu moins de 22% du marché des assurances, de dommages contre près de 80% pour celles des assurances publiques. On peut se poser la question sur leur place dans le marché national. Est-ce qu'il est si ouvert que ça aux assurances privées? Et puis, il y a cet événement en juin dernier à Oran où l'Algérie a abrité pour la 2e fois la conférence du GAIF, le General Arab Insurance Federation, après celle d'avril 78. C'était la deuxième fois que l'Algérie abritait cet événement. C'est dire à quel point ce lien avec cette fédération arabe remonte à loin. L'événement donc se tient tous les 2 ans et regroupe les plus grands acteurs des assurances du monde. En quoi il est important pour nous aujourd'hui de faire du business tout simplement avec les compagnies étrangères? Je vais d'abord répondre à votre première question, si vous permettez. Alors, notre secteur est un secteur qui est ouvert. Il y a des sociétés d'assurance publiques, privées et même des capitaux étrangers et des capitaux mixtes. La part des sociétés privées et mixtes, elle est presque de l'ordre de 30%, de 29%. La part des sociétés publiques, elle est de l'ordre de même pas 70%. Ah, donc ça a baissé. Ce sont des chiffres pourtant qui étaient récents. Alors, quand on fait, disons, on doit travailler sur des rapports officiels. Et ça, c'est le rapport du CNA. Ce sont les chiffres du CNA. Mais c'est au 30 septembre. C'est pas à l'année. C'est des chiffres qui sont au 30 septembre. Effectivement, ce n'est pas à l'année. C'est le rapport annuel qui va donner effectivement la véritable part. Donc, la part du secteur privé, elle est exactement de secteur privé et mixte, elle est exactement de 29%. Donc, ça a évolué. Il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Je vais vous dire, il y a
Ça a évolué il y a 10 ans de ça. Cette part était peut-être de 25%. Donc il y a une évolution. Oui. Les entreprises publiques n'ont une part que même pas de 70%, de 69%, comme ça. Donc ça a reculé pour les entreprises publiques. En fait, il y a une compétition. Oui. Le marché il est ouvert, il y a une très forte compétition. Quand on parle de part de marché, en fait, c'est les chiffres d'affaires des compagnies. Donc, il y a une très forte compétition sur les prix. Oui. Beaucoup plus sur les prix. Donc, ce qui intéresse en général au détriment un peu de cette qualité que nous recherchons tous, de l'innovation et de l'accompagnement justement des assurés. Maintenant, pour revenir à la seconde partie de votre question, nous avons organisé en 2022 un grand événement, effectivement. C'était le congrès des assureurs arabes. Donc le 33e conférence et assemblée générale de l'Union générale des assurances arabes qui s'est tenue à Oran après, comme vous l'avez dit, 1978. C'était donc 42 ans, 42 ans ou 43 ans après. C'était un événement qu'on avait programmé en 2020, mais à cause de la pandémie. De la pandémie, il a été. Alors, c'est un événement qui regroupe non seulement les assureurs arabes, mais pratiquement tous les assureurs du monde entier. Oui. C'est un grand événement international. Tous les acteurs du monde de l'industrie de l'assurance étaient présents. Oui. Plus de 800 étrangers. Plus de 800 étrangers, effectivement. Alors, quel est l'intérêt de cet événement ? Très concrètement, monsieur. Oui, il s'agit d'un congrès, d'une l'assemblée générale de cette organisation. C'est une organisation internationale. Oui. D'accord, arabe, donc qui tient son congrès chaque 2 ans dans un pays arabe. Alors, d'abord, pour des réunions statutaires internes à l'organisation. Mais encore. Mais c'est le plus important aussi, c'est aussi important que ça. Donc, c'est les rencontres, c'est les relations d'affaires donc, qui se traitent lors de ces événements. Et en troisième lieu, disons, c'est les sujets qui sont discutés. C'est des sujets d'actualité qui touchent le monde de l'assurance, donc qui sont discutés par des experts, d'éminents experts, donc qui, et à l'issue, bien entendu, il y a des recommandations. Qui vont clôturer ce congrès. Donc trois objectifs essentiels. Donc, des réunions statutaires, c'est important aussi. Oui, pour l'organisation elle-même. Mais pour l'Algérie, pour nous, aujourd'hui, quel est notre intérêt ? Est-ce que nous voudrions, par exemple, pénétrer des marchés internationaux, avec notamment la consécration de l'Algérie dans une organisation africaine régionale qui est en passe ou qui a déjà muté en organisation internationale ? Donc, quel est notre objectif concrètement ? Bien entendu, le fait déjà d'abriter un événement pareil, ce n'est pas quelque chose qui se fait chaque année. Donc, d'ailleurs, il y avait de la compétition. Beaucoup de pays veulent aussi abriter ce genre d'événement pour les retombées de cet événement. Lesquels ? Les retombées. Alors, bien entendu, organiser un grand événement, ramener 1000 participants étrangers ici, qui vont connaître le pays, qui vont rencontrer des gens qui vont s'intéresser à l'investissement dans tous ces différents aspects, mais aussi pour faire des affaires. Pour faire des affaires, et c'est ça. Donc, ce sont les relations d'affaires entre ces différents intervenants, traiter des affaires, envisager aussi des investissements, etc. C'est tout l'intérêt de ce genre. Bien sûr, il y a des échanges, il y a des possibilités de partenariat des partenariats entre les différents participants qui se traitent. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de rencontrer. Et ça, l'avantage qu'il y a, au lieu que les sociétés d'assurance, dans le cadre de leurs relations d'affaires contractuelles, se déplacent à chaque fois,
Donc tout le monde va se retrouver. C'est un point de chute. C'est un point de chute pour quelques jours sur un seul et même endroit. Voilà. Très bien. Monsieur Youssef Ben Messiha, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président directeur général de la SAA, la compagnie d'assurance. Vous êtes également président de l'Union algérienne des assurances et président du GAIF. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, peut-être un dernier mot, puisqu'on parle d'activité à l'international. Cette année, en 2023, notre pays va abriter un autre grand événement international, il est continental, c'est l'Organisation des assurances africaines qui va tenir son congrès au mois de mai, à la fin mai, chez nous aussi. Donc après 2022, 2023 va être Alger. L'Algérie va être un rendez-vous. Disons, de l'industrie de l'assurance, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de Vision. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.